Et on termine donc les amis avec Éric Fourel, qui est le président d'EY. Bonjour Éric. Bonjour Stéphane. Vous revenez nous voir, parce que vous étiez venu nous voir, oui c'est ça, il y a à peu près 6 mois. 6 mois je crois. Et EY allait lancer, et Bismart était très fier d'y être associé, et reste très fier d'y être associé. Votre concours annuel, voilà, votre concours annuel du Grand Prix de l'entrepreneur. Donc, il s'est passé ce qui s'est passé. Et donc, le Grand Prix repart. Qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce qu'il y a... Alors, au-delà... Non, d'abord, à la limite, la première question sur... Alors, ensemble, on est évidemment convaincus de la puissance de la destruction créatrice. Mais est-ce qu'il y a dans le rôle de l'entrepreneur quelque chose de particulier qui peut être lié à cette période, Éric, à votre avis? Le rôle de l'entrepreneur, c'est d'abord de créer de la croissance, c'est d'abord de créer des richesses. Et ça a existé de tout temps. Mais oui, vous avez raison Stéphane, la période actuelle nous montre qu'au fond, les attentes vis-à-vis des entrepreneurs, elles vont bien au-delà de la croissance des richesses. Elles sont sur l'engagement sociétal. Bon, ça a été dit et redit, mais c'est un des enseignements absolument déterminants de la période qu'on vient de traverser. Les entrepreneurs ont été sur tous les fronts, sur le front sanitaire, sur le front évidemment de la défense de leur business model, de l'adaptation de leur business model. Il a fallu faire preuve d'une agilité absolument inouïe pour pouvoir faire face à cette vague tout à fait inattendue, cette récession incroyable qui en a résulté. Et puis aujourd'hui, les entrepreneurs sont aussi mis à contribution sur le front de la transition climatique. Donc on voit que c'est... Voilà, alors peut-être qu'on en avait déjà parlé ensemble, mais c'est un des sujets, moi, qui me perturbe. C'est ce que j'appelle, moi, la confusion des agendas. Parce que vous avez dit, en fait, responsabilité sociétale, et on met tout là-dedans. Et on dit aux patrons, aux entrepreneurs, aux patrons, les gars, débrouillez-vous. Pardon, mais certaines de ces injonctions peuvent être contradictoires. En tout cas, elles ne sont pas faciles à concilier. Elles ne sont pas toujours faciles à concilier. Elles ne sont pas toujours faciles à concilier, effectivement, entre l'obligation de croissance, l'obligation d'être au rendez-vous des résultats de l'année. Croissance climatique, parfois c'est orthogonal. Mais oui, sur le long terme, ça ne le sera pas. C'est votre conviction. Oui, je crois qu'aujourd'hui, on est avec un tel niveau d'exigence vis-à-vis de cette transition climatique, avec une telle urgence vis-à-vis de l'avenir de la planète, que de toute façon, on peut, et on le voit d'ores et déjà, les consommateurs, les salariés ne s'identifient véritablement dans l'entreprise, qu'elle soit leur fournisseur ou qu'elle soit leur employeur, que si elle est en adéquation avec cet enjeu autour de la transition climatique. En tout cas, c'est très vrai en Occident et en Europe en particulier. Et donc, c'est devenu une exigence incontournable pour les entrepreneurs au même titre que de devoir effectivement délivrer les résultats qui sont attendus à la fin de l'année. Mais vous avez raison, il faut pouvoir arbitrer entre tout ce qui doit être fait pour avoir le résultat attendu à la fin de l'année et pouvoir répondre aux impératifs financiers, parce que c'est une condition de survie de l'entreprise, c'est une condition de reconnaissance par les marchés financiers lorsqu'elles sont cotées, mais par l'ensemble des acteurs économiques de manière plus générale. Et puis à côté de ça, il y a cette nécessité de devoir investir sur le long terme, et investir sur le long terme, ça passe aujourd'hui nécessairement par la prise en compte de l'enjeu environnemental, parce que les investissements verts qui sont faits aujourd'hui seront ceux qui produiront demain les produits, les services qui sont attendus par les consommateurs, et les consommateurs feront le choix et sélectionneront les entreprises qui répondent à ces exigences. Donc, Éric, tout ça, c'est le marché. Je pose la question, mais alors vraiment, vous pouvez sortir votre joker, parce que je ne sais pas si Danone est votre client ou pas. Danone est un client d'EY. Donc vous ne pouvez pas dire un mot sur Danone. Le fait que évidemment, la première entreprise à mission du CAC 40 soit confrontée à ces, on va appeler ça, soubresauts actionnariaux, je trouve que c'est quand même très intéressant. Voilà, donc on a eu la conclusion, peut-être temporaire, mais en tout cas la conclusion hier. Donc Emmanuel Faber n'est plus directeur général, il reste président, et un directeur général va être nommé. C'est la première entreprise à mission du CAC 40. Voilà. Effectivement. Effectivement. Ce n'est pas la première entreprise à mission en France. Non, mais c'est la première du CAC 40. Voilà, c'est la première du CAC 40. Et ça vous inspire un commentaire, ça m'inspire... Enfin,
Effectivement, je n'ai pas envie de commenter le cas particulier un cas particulier qui plus est d'un client, mais effectivement, je dirais par rapport à l'ensemble des choses qui sont sur la place publique, le commentaire que ça inspire, c'est précisément qu'il y a parfois une rencontre difficile, une conciliation difficile entre les exigences court-termistes de quelques fonds d'investissement qui représentent une en disant court-termiste, vous allez m'obliger à rentrer dans le dossier parce que je ne les trouve pas très court-termistes, justement, les deux fonds d'investissement qu'on a entendu s'exprimer très largement. Oui. Ils regardent la performance sur 10 ou 15 ans quand même. Où il la juge surtout sur le décalage qu'il y a actuellement par rapport à des concurrents directs. Mais on ne va pas aller plus loin sur ce dossier en particulier. Ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, moi je trouve, c'est qu'au fond, ce débat autour du juste équilibre entre la gouvernance de long terme, l'engagement pour la valeur vis-à-vis du long terme et par ailleurs les contraintes financières, il déborde très largement le cadre de telle ou telle entreprise en particulier. Il est aujourd'hui porté par la Commission européenne. On entame une révision de la Shareholders' Rights Directive et donc il va y avoir tout un débat autour de comment est-ce que la gouvernance des entreprises doit s'adapter pour pouvoir répondre à cet enjeu entre court-termisme et long-termisme, prise en compte de la valeur à long terme, mais aussi réponse à des exigences de croissance immédiate, qui sont encore une fois une condition sine qua non pour que l'entreprise puisse perdurer et avancer. Et on le retrouve aussi sur le terrain de la directive en termes de reporting extra-financier. Tout à fait. Qui va faire l'objet aussi d'une révision, qui fait l'objet d'un débat difficile entre les influences anglo-saxonnes et les influences européennes autour de quels sont les critères qui doivent être pris en compte pour mesurer de la bonne manière ces enjeux. Il y a un enjeu de souveraineté là-dessus ? Il y a un enjeu de vision. Il y a un enjeu de vision de ce que doit être le capitalisme de demain. Et est-ce qu'il y a une vraie fracture entre l'Europe et les États-Unis, là ? Je ne parlerai pas de fracture, je parlerai de point de vue dont le focus diffère. Donc c'est pas une confrontation. En tant que telle, mais c'est une vision anglo-saxonne où, en fait, la valeur de long terme, aujourd'hui, elle est reconnue, ce qui est tout de même déjà une excellente chose, et l'obligation de répondre à des enjeux de performance extra-financière, elle est reconnue aussi dans le mode anglo-saxon, mais elle est très tournée vers la prise en compte et la mesure à l'intérieur de l'entreprise de ces enjeux. Alors que la vision européenne est une vision beaucoup plus universaliste, avec la prise en compte aussi de l'impact pour les parties prenantes et donc la mesure de quelle influence j'ai indirectement sur mes parties prenantes dans ma politique de transition, de gestion de la transition climatique. Donc c'est une vision entre un capitalisme qui est un capitalisme plus égocentré, version anglo-saxonne, qui en fait et un capitalisme plus universaliste qu'est la vision européenne. Et donc ça veut dire à l'anglo-saxonne... Il faudra que les deux se concordent, parce que les entreprises ne pourront pas vivre demain avec des obligations de reporting aux États-Unis, des obligations de reporting en Europe, devoir rendre des comptes à des financeurs américains qui vont obéir à tel standard, et puis rendre des comptes à des opérateurs en Europe ou des régulateurs en Europe qui auront une vision différente des choses. Donc ça va prendre du temps. Quand on dit ça, Eric, c'est souvent l'Amérique qui gagne quand même. Quand on dit il va falloir... Je ne crois pas. Je vais vous donner un exemple très concret où les États-Unis n'ont pas gagné. C'est le RGPD. La défense des données personnelles et la vision européenne de ce que doit être le droit de tout un chacun à corriger ces données, à connaître l'usage qui en est fait, à pouvoir le bannir ou l'orienter différemment, c'est une vision qui s'est imposée aux anglo-saxons. Et tous les opérateurs des GAFA sont obligés, au moins pour ce qui est de leurs clients européens, de s'adapter au RGPD. Et le RGPD est en train de faire des émules partout dans le monde. Donc il y a bien un exemple qu'à partir du moment où le standard, où la norme correspond en fait à un enjeu qui transcende les intérêts égoïstes pour répondre à un intérêt qui est un intérêt du bien commun,
il n'y a pas de raison que la vision de tel ou tel continent, et la vision européenne au cas particulier, soit moins performante, ne réussisse pas à s'imposer parmi tous les différents standards. Mais pas sur des... Mais quand même, et laissons de côté Danone, mais la morale de cette histoire, moi, que je trouve très intéressante, c'est que on aurait pu croire à un moment qu'un certain nombre de statuts ou d'engagements étaient des protections pour les dirigeants. Bon ben voilà, la réponse c'est non. La réponse c'est pas parce que vous vous serez abrité d'une certaine manière derrière une série de statuts et d'engagements que vous en serez quitte pour votre gestion de l'entreprise. Je ne crois pas, Stéphane, si vous me permettez, que voilà, tout ce qui a voulu être réalisé derrière la loi Pacte et derrière le statut d'engagement de société à mission ait été vu comme une protection. Vous avez raison. Pas du tout. Non, Voilà, la loi Pacte... Personnellement, j'en avais des doutes. Je comprends qu'on puisse avoir des doutes et je comprends qu'on puisse effectivement se dire, au fond, est-ce que l'engagement sociétal, c'est pas le paravent et la bonne excuse pour la non-performance? Non. Ouais. L'engagement sociétal, en particulier dans cette construction à la française, dont on a plein de raisons d'être extrêmement fiers et qui se retrouve dans cette loi de 2019, donc avant Covid, qu'est la loi Pacte, est une vision particulièrement intelligente. Elle est intelligente, pourquoi? Parce qu'elle est graduée par rapport à ce que les entreprises peuvent ou veulent faire. Une obligation pour tous, prendre en compte l'intérêt des parties prenantes. Et puis ensuite, une possibilité de définir sa raison d'être, qui est un pas de plus. Et puis enfin, un engagement suprême qui est de devenir une entreprise à mission, où là, effectivement, on est obligé de mettre en place un certain nombre de processus internes et de corps internes, avec des représentations externes qui vont venir mesurer et juger de la bonne tenue des objectifs en matière d'engagement sociétal. Donc, elle est graduée par rapport à ce qu'est la volonté des entreprises et elle est ensuite placée sur le terrain de l'option, sur le terrain du choix et pas sur le terrain de l'obligation. Ce qui fait qu'au fond, les entreprises peuvent y aller étape par étape, donc ça rejoint évidemment la gradation, mais surtout ça rejoint une philosophie qui est une philosophie libérale de ce qu'est l'engagement et pas une philosophie imposée de l'extérieur avec des normes objectives, des règles incontournables qui sont en général vécues comme des pesanteurs par l'entreprise. Et ce même débat, on va le retrouver là tout de suite dans le cadre de la révision de la directive sur les shareholders' rights, puisque tout le sujet autour de la gouvernance, est-ce que la gouvernance en matière de transition environnementale, en termes de prise en compte des intérêts des parties prenantes que les entreprises doivent mettre en place, est-ce qu'elle peut résulter d'une autorégulation ? Ou est-ce qu'elle doit être imposée à travers un carcan de règles nouvelles qui sera issu du processus législatif européen? C'est toute la question qui est en train de se jouer. Et personnellement, je préfère la première. Je crois beaucoup plus dans la capacité des entreprises à s'autoréguler par rapport à un rythme qu'elles définissent au regard de ce que sont leurs parties prenantes à elles, celles qu'elles ont sur le terrain, c'est-à-dire... Parce qu'il y a une très forte pression, comme vous l'avez très bien dit, de ces parties prenantes. Oui. Consommateurs, actionnaires, oui. Financiers, etc., oui. Responsables politiques, enfin voilà. L'écosystème dans lequel les entreprises évoluent. Et cet écosystème dans lequel les entreprises évoluent, il est lui-même évolutif. Et il est lui-même en correspondance avec ce qui fait la vie économique d'un pays. Alors que si vous êtes dans une vision qui est une vision purement régulatrice des choses, vous êtes nécessairement en décalage avec la réalité. Moi, je vois un truc, c'est qu'on est pour l'autorégulation. On est au bout de cet entretien. Déjà si, ça fait un quart d'heure qu'on discute, j'avais pas prévu de parler de ça. Et je constate un truc, c'est que vous êtes à fond sur le sujet. C'est-à-dire que s'il y a une priorité, et EY c'est EY, donc voilà, c'est quand même l'un des poids lourds de la régulation du capitalisme mondial, je vais le dire comme ça. S'il y a une priorité pour vous aujourd'hui, c'est celle-là. Voilà. Et je pense que rien que ça dit énormément de choses. Réponse brève. Nous, évidemment que le sujet est central pour nous. Il est central, non pas parce que nous sommes là pour réguler ou influer sur le capitalisme international. Non, parce que, encore une fois, l'acte de transformation sociétale, il est devenu incontournable au plan économique. Et nous, notre raison d'être, c'est justement de contribuer à un équilibre du monde économique et du monde professionnel
plus meilleur, plus en phase avec ce qu'est la réalité de la société dans laquelle on vit. Et c'est donc tout naturellement que voilà, EY, c'est le cabinet leader de la transformation sociétale, le cabinet leader de la transformation de long terme, Oui, bah alors, le cabinet leader de la performance n'était pas durable. une ouverture pour que vous puissiez nous vendre votre plaquette de raison Si, d'être. vous m'y avez invité, Stéphane. Vous m'y avez invité. Non, Éric, merci en tout cas. Non, mais c'était très, très, très intéressant. Appris des tas de choses. Et de toute façon, on aura l'occasion de se reparler du prix de l'entrepreneur, puisqu'on suivra ça. Donc, on est associés dans cette aventure et on suivra ça évidemment très largement. Les amis, c'était Bismart et on se retrouve demain. Merci, Stéphane.